Il a passé toute la nuit sur le mont Everest, complètement seul, sans tente, sans sac de couchage, sans aucune véritable protection contre le froid extrême, à plus de 8600 mètres d'altitude, un endroit où le corps humain n'a tout simplement pas été conçu pour vivre. Là-haut, l'air est tellement raréfié que chaque respiration semble insuffisante. C'est comme si le corps essayait en permanence de récupérer quelque chose qui n'arrive jamais complètement. Respirer cesse d'être automatique. Cela devient un effort constant. Chaque inspiration consomme de l'énergie, et le moindre mouvement dépense plus que ce que le corps peut reconstituer. C'est pour cela que cette zone est appelée la zone de la mort. Parce qu'au-dessus de 8000 mètres, le corps commence à défaillir. Le cerveau reçoit moins d'oxygène. La pensée ralentit, la coordination se dégrade, et même les décisions les plus simples peuvent devenir dangereuses. Mais il y a quelque chose d'encore plus grave. Là-haut, il n'y a aucun secours. Si quelque chose tourne mal, personne ne viendra jusqu'à vous. Il n'y a pas d'hélicoptère. Il n'y a pas d'équipe prête à intervenir. Vous devez redescendre par vos propres moyens. Ou, vous ne redescendez pas. Et c'est exactement dans ce contexte que Stephen Venables a pris une décision qui a failli lui coûter la vie. Ce n'était pas un débutant. Il n'était pas mal préparé. Bien au contraire. Stephen Venables était un alpiniste expérimenté. Quelqu'un qui avait déjà affronté de grands défis en montagne, qui comprenait parfaitement ce qu'implique l'altitude extrême, et qui savait exactement ce qui pouvait arriver là-haut. Et malgré tout, il a continué. Cela s'est passé en 1988, sur l'Everest. Mais pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut remonter un peu dans le temps, parce que cette nuit-là n'a pas été un simple accident. Ce n'était pas un manque de chance, ni une décision isolée. C'était le résultat d'années à faire le même type de choix. Depuis son plus jeune âge, Stephen ne cherchait pas le chemin le plus facile. Il ne s'intéressait pas aux itinéraires les plus sûrs, ni aux options les plus connues. Il voulait quelque chose de différent. Il cherchait des voies de moins explorées, des endroits plus isolés, et des situations où se tromper avait de vraies conséquences. Alors que beaucoup d'alpinistes préféraient la sécurité des grands groupes, lui se sentait plus à l'aise dans des endroits presque vides. Cela a façonné sa manière de grimper, et surtout, sa façon de prendre des décisions. Pour lui, l'alpinisme ne consistait pas seulement à atteindre le sommet. C'était une question de manière d'y parvenir, et plus que tout, de la façon de gérer le risque. Et cela faisait toute la différence. Au fil des années, il s'est habitué à vivre à la limite, à faire confiance à son propre jugement, à continuer même quand tout devenait incertain, et à décider seul, même quand les enjeux étaient énormes. Et c'est exactement ce schéma qui l'a conduit sur l'Everest en 1988. Mais pas de la manière que la plupart imaginent. Pas d'équipes immenses, pas de logistique lourde, pas de soutien constant. C'était tout le contraire. Une petite expédition, légère, et totalement exposée, sans oxygène supplémentaire, sans marge d'erreur, et sans garantie. L'objectif était audacieux. Gravir l'une des voies les plus difficiles de la montagne. La face Kangshung, un versant de l'Everest, très peu emprunté, beaucoup plus technique, beaucoup plus isolé, et bien plus dangereux. Là-bas, il n'y avait pas de traces déjà faites. Il n'y avait pas de passage constant d'alpinistes, et aucune aide à proximité. Si quelque chose tournait mal, il serait complètement seul. Et à mesure que l'ascension avançait, cela cessait d'être une simple idée, et devenait une réalité. Le terrain était instable. Les parois étaient exposées, et la progression était lente, beaucoup plus lente que prévu. Le corps a commencé à encaisser. La fatigue s'est installée, et l'altitude a commencé à faire payer son prix. Ce n'était pas encore critique, mais c'était déjà suffisant, pour quelqu'un qui savait observer. Et Stephen savait. Il reconnaissait les signes, il savait ce que cela pouvait signifier, et comment cela pouvait empirer. Mais malgré tout, il a continué, parce qu'à ce moment-là, cela semblait encore possible, encore sous contrôle, et il semblait encore y avoir du temps. Mais la montagne respecte rarement ce genre d'attente. Et en peu de temps,
tout a commencé à changer. Avant l'Everest, Stephen Venables avait déjà passé des années à faire face à des décisions difficiles en montagne. Et cela faisait toute la différence, parce qu'il n'était pas arrivé là par hasard. Il avait construit ce chemin. Avec le temps, il s'est éloigné de l'alpinisme traditionnel, des itinéraires connus, des chemins les plus sûrs. Il s'intéressait à des endroits où presque personne n'allait, des environnements reculés, des montagnes peu explorées. Et il participait à des expéditions où il n'y avait aucune garantie. Mais ce n'était pas de l'imprudence, c'était un choix conscient. Il croyait que le véritable alpinisme se trouvait précisément là, dans l'inconnu, dans ce qu'on ne peut pas prévoir, et dans un risque qui ne peut jamais être totalement contrôlé. Et c'est cette façon de penser qui a guidé ses expéditions. L'une de ses expériences les plus marquantes a eu lieu dans l'Himalaya indien, sur la montagne Panch Chuli 5, un endroit peu exploré, technique, isolé, et à l'époque, avec très peu d'informations disponibles. Là-bas, il n'y avait pas d'itinéraire défini, pas de repères clairs, et chaque pas exigeait de comprendre le terrain à cet instant précis. C'était le genre d'endroit où l'on ne fait pas que grimper. Il faut lire la montagne. Et cela demande quelque chose en plus. Ce n'est pas seulement de la force, ce n'est pas seulement de la technique, c'est du jugement. Savoir quand continuer, et surtout, quand s'arrêter. C'est là que ce schéma a commencé à se renforcer. Stephen Venables ne cherchait pas la facilité. Il cherchait à garder le contrôle dans des environnements difficiles. Et cela a façonné sa manière de penser. Une autre caractéristique importante, c'était sa façon de gérer les équipes. Ou plutôt, de gérer la possibilité de s'en retrouver sans. Même lorsqu'il était accompagné, il se préparait toujours à ne compter que sur lui-même. Parce que dans des endroits reculés, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. On peut commencer en groupe, mais rien ne garantit que cela se terminera ainsi. Et cet état d'esprit deviendrait essentiel sur le mont Everest. Au fil des années, il a aussi participé à des expéditions dans des régions peu explorées, y compris dans des zones isolées de l'Himalaya et même dans des endroits totalement différents, comme Papouasie-Nouvelle-Guinée, des lieux où le défi n'était pas seulement technique, mais aussi logistique, environnemental et psychologique, jungle, climat instable, terrain imprévisible. Tout cela a contribué à une chose, l'expérience. Mais pas n'importe quelle expérience. Une expérience face à l'incertitude, une expérience de l'isolement et une expérience dans la prise de décision, même sans avoir toutes les réponses. Et cela change complètement la façon dont quelqu'un réagit sous pression. Parce que, quand on s'habitue à ce type d'environnement, on apprend à avancer sans garantie. On apprend à vivre avec un risque constant et à fonctionner à la limite. Et c'est exactement cela que Stephen Venables a emporté avec lui sur l'Everest. Pas seulement des compétences techniques, pas seulement une préparation physique, mais un modèle de comportement. Un modèle construit au fil des années et qui, désormais, était mis à l'épreuve dans l'endroit le plus extrême possible. Parce que l'Everest ne pardonne pas, il ne se soucie pas de l'expérience, ni du passé, ni des intentions. Il ne fait que répondre aux décisions. Et dans cette expédition, chaque choix commençait à avoir plus de poids, plus de conséquences et moins de marge pour corriger les erreurs. L'équipe n'était plus la même, l'environnement était plus hostile, et le corps commençait déjà à montrer des signes clairs d'épuisement. La progression continuait, mais plus avec la même assurance, et chaque mètre gagné coûtait davantage, bien plus qu'avant. C'est à ce moment-là que l'ascension a cessé d'être seulement un défi technique et est devenue une succession de décisions critiques, des décisions qui allaient déterminer jusqu'où il pourrait aller et surtout, qui pourrait continuer. À partir de là, la montagne a commencé à demander un prix plus élevé. Ce qui était auparavant un effort contrôlé exigeait désormais beaucoup plus. Chaque passage semblait plus long, chaque pause paraissait insuffisante. Et la récupération ne venait plus comme avant. Le corps était plus lent. La date-pat, respiration plus lourde. Et le rythme commençait à diminuer.
Ce n'était pas soudain, c'était progressif, mais constant. Et pour quelqu'un d'expérimenté, c'était un signal clair. Quelque chose était en train de changer, et pas dans le bon sens. Le premier à ressentir cela plus intensément fut l'un des membres de l'équipe. Au début, cela semblait être simplement de la fatigue, quelque chose de normal en haute altitude. Mais très vite, il est devenu évident que c'était plus grave qu'il n'y paraissait. Son rythme a fortement chuté. Les pauses se sont allongées. Et sa capacité à continuer a commencé à disparaître. Il ne parvenait plus à suivre. Et insister serait devenu dangereux. Dans cet environnement, une erreur peut être fatale. La décision est venue sans grande discussion. Il devait redescendre. C'était le seul choix sûr. Et à cet instant, l'équipe a changé. Ils étaient désormais moins nombreux, moins de soutien, et plus de responsabilités pour ceux qui continuaient. Ils ont poursuivi. Mais l'impact de ce premier abandon était plus important qu'il n'y paraissait, parce que ce qui lui était arrivé pouvait arriver à n'importe qui, y compris à Stephen Venables lui-même. Et cette conscience ne disparaît pas. Elle accompagne chaque pas. Malgré cela, ils ont continué à monter. Mais les conditions ne s'amélioraient pas. Au contraire, elles devenaient encore plus difficiles. Le terrain devenait plus technique, plus exposé et beaucoup plus imprévisible. Les conditions changeaient rapidement. La glace n'était pas toujours stable, et chaque passage exigeait une attention totale. Il n'y avait aucune place pour l'erreur, et à mesure qu'ils avançaient, l'usure augmentait. Le deuxième signe est apparu peu après. Un autre membre de l'équipe a commencé à avoir des difficultés. Au début, les signes étaient indiscrets, mais évidents pour quelqu'un d'expérimenté. Le rythme a de nouveau ralenti, la respiration est devenue plus lourde, et la récupération ne venait plus. C'était le même schéma qu'avant, et ce n'était pas une coïncidence. C'était l'altitude. Le corps atteignait ses limites. Ils ont encore essayé de continuer ensemble. Mais il y avait un problème. En montagne, un groupe n'est jamais plus fort que son membre le plus lent. Et à ce moment-là, rester tous ensemble devenait dangereux. Le temps passait, l'énergie diminuait, et la marge de sécurité se réduisait de plus en plus. La décision a été difficile, mais inévitable. Lui aussi a dû s'arrêter. Il ne restait plus que 2 personnes. Le silence de la montagne semblait plus pesant. Les décisions devaient être plus rapides, et le poids de chaque choix augmentait. Ils ont continué, mais tout avait changé. Chaque pas comptait davantage. Chaque erreur aurait des conséquences plus graves, et l'isolement commençait à devenir réel. Il n'y avait plus les mêmes échanges, ni le même soutien. L'ascension continuait, mais avec moins de sécurité. Et puis, est arrivé le point de rupture finale. Le dernier compagnon ne pouvait plus maintenir le rythme nécessaire. Ce n'était pas un manque de volonté. C'était son corps qui ne répondait plus. Forcer dans cet état aurait été irresponsable et probablement fatal. Ils le savaient, tous les deux. Et ce type de décision n'est pas émotionnel. C'est technique. C'est de la survie. À ce moment-là, continuer à 2 n'était plus possible. Il s'est arrêté et ainsi, Stephen Venables s'est retrouvé seul, avec la montagne devant lui, et derrière, rien d'autre que le chemin déjà parcouru. À partir de là, il n'y avait plus de partage des responsabilités, plus de validation par quelqu'un d'autre. Chaque décision serait désormais uniquement la sienne. Et cela change tout, parce que, quand on est seul, il n'y a pas de doute partagé, pas de deuxième avis, pas de correction possible. Il n'y a que vous et les conséquences de vos choix. Il s'est arrêté un instant, a observé le terrain autour de lui, a ressenti son propre corps et a évalué la situation. Il savait exactement où il se trouvait. Il savait ce qu'il lui restait à parcourir et il connaissait les risques. Rien de tout cela ne lui était inconnu. Et malgré cela, il a pris sa décision. Continuer. À partir de là, chaque pas a pris un autre poids. Ce n'était plus une ascension en équipe. Il n'y avait plus de rythme partagé, plus d'échanges. Il n'y avait plus que lui et la montagne. Le silence est devenu plus présent, plus constant.
plus intense. Pas de voix, pas de repère, pas de confirmation qu'il était sur la bonne voie. Seulement sa respiration et le bruit du vent. Et cela a un impact. Plus qu'on ne l'imagine, parce que, quand quelqu'un est seul à une altitude extrême, chaque décision prend plus de temps, chaque doute pèse davantage, et chaque erreur semble définitive. Malgré tout, il a continué. La progression était lente, beaucoup plus lente qu'il ne l'avait prévu. Son corps était déjà à la limite. La respiration était courte, irrégulière, lourde. Chaque mouvement demandait une concentration totale. Poser le pied, transférer le poids du corps, garder l'équilibre. Tout devait être réfléchi. Rien ne pouvait être automatique, parce que la moindre erreur n'aurait pas de correction. Il n'y avait pas d'énergie pour réagir, pas de marge pour récupérer. Et pourtant, il continuait à avancer, parce qu'il était proche, très proche, et c'est là que se forme un piège dangereux. Plus on se rapproche de l'objectif, plus il devient difficile de renoncer. Même quand il le faudrait, même quand le corps montre clairement qu'il a atteint ses limites. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Il savait que le temps passait, il savait que la fenêtre se refermait, mais il savait aussi que le sommet était juste là, et cette combinaison est dangereuse, parce que l'esprit commence à justifier, à négocier. Encore quelques mètres, encore quelques minutes, encore un passage, et quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard pour revenir en sécurité. La progression continuait, lente, constante et extrêmement éprouvante. Le froid devenait plus intense, la lumière changeait peu à peu, et la montagne devenait encore plus hostile. Mais il ne s'est pas arrêté, pas à ce moment-là, parce que renoncer à cet instant semblait plus difficile que continuer. Et puis, il y est arrivé. Le sommet du mont Everest, seul, sans personne pour le voir, sans oxygène supplémentaire, sans célébration, sans aucune trace à cet instant. Juste lui et le point le plus à haut de la terre. Mais il n'y a pas eu de soulagement. Pas ce sentiment complet de victoire. Seulement un instant, très court. Et juste après, la prise de conscience. Il était arrivé tard, trop tard. Le soleil était déjà bas sur l'horizon. La lumière disparaissait rapidement, et la température chutait brutalement. Et à cet instant, le sommet a cessé d'être une victoire. Il est devenu un problème, parce que monter n'a jamais été la partie la plus dangereuse. Descendre l'est, et descendre dans cet état, seul, avec peu de lumière, était extrêmement risqué. Chaque pas pouvait être le dernier. Chaque erreur pouvait être fatale. Il s'est arrêté pour évaluer, a observé le terrain, a ressenti son propre corps et a compris la situation. Il n'y avait plus assez de temps, plus assez d'énergie et aucune marge d'erreur. Descendre à ce moment-là aurait été encore pire. Alors il a décidé, rester, là même, sur la montagne, sans abri, sans protection, sans aucune garantie, avec une seule certitude. La nuit arrivait, et il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Le vent commençait à se lever, le froid s'intensifiait, et l'obscurité avançait rapidement. Et là, à plus de 8600 mètres, seul, Steven Venables se préparait à affronter la partie la plus dangereuse de toute l'expédition. Pas l'ascension, mais la survie. Une nuit entière, dans la zone de la mort. La nuit est tombée vite, plus vite qu'il ne l'aurait voulu. La lumière a disparu, la température a chuté, et le vent a commencé à tout traverser. Là-haut, il n'existe aucune véritable protection. Peu importe à quel point on est préparé. Le froid trouve toujours un chemin. Il s'infiltre par les mains, par les pieds, par le visage. Et il commence à prendre le contrôle du corps. D'abord vient l'engourdissement. Les doigts cessent de répondre. La sensibilité disparaît, et les gestes simples deviennent difficiles. Puis vient la rigidité. Les mains perdent en précision. Les pieds perdent en stabilité. Et le corps commence à céder. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire se passe dans l'esprit, parce qu'à cette altitude, le cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène.
Et quand cela arrive, tout change. La pensée ralentit, la perception se déforme, et les décisions simples deviennent confuses. Le temps semble étrange, parfois trop lent, parfois trop rapide, comme s'il ne s'écoulait pas normalement. Et c'est dangereux, parce que quand on perd la notion du temps, on perd aussi le sens de l'urgence. Et sans urgence, on s'arrête. Et s'arrêter signifie mourir. Stephen le savait. Il comprenait ce qui se passait. Mais savoir, ce n'est pas contrôler. Parce qu'à cette altitude, le corps prend des décisions avant l'esprit. Et l'esprit doit essayer de suivre. Il a essayé de rester éveillé, de rester conscient. Mais la fatigue était immense. Le corps voulait s'éteindre, s'arrêter, simplement, se reposer. Mais se reposer là n'était pas une option. Alors il a résisté, sans confort, sans abri, sans aucune vraie protection, simplement en endurant, minute après minute, heure après heure. Le froid avançait lentement, pas comme un choc brutal, mais comme un processus, lent, constant, implacable. L'énergie diminuait, la capacité à réagir aussi, et l'esprit commençait à défaillir. Les pensées devenaient confuses, l'attention se dispersait, et la réalité semblait lointaine. Par moments, il était difficile de comprendre ce qui se passait, difficile de rester concentré, difficile de continuer. Et c'est exactement ce qui tue les gens à cette altitude. Ce n'est pas une chute, ce n'est pas une erreur technique, c'est l'effondrement. Lent, silencieux et inévitable. Mais quelque chose l'a maintenu en vie. Quelque chose l'a empêché de sombrer. Peut-être l'expérience, peut-être l'instinct, ou peut-être simplement le refus d'abandonner. Il ne bougeait presque pas. Il n'avait pas l'énergie pour ça. Mais il ne restait pas totalement immobile non plus. Il restait suffisamment actif pour rester en vie. Et cela a fait toute la différence. Parce qu'à cette altitude, survivre ne dépend pas de la force. Cela dépend du temps, de résister plus longtemps que ce que le corps veut, plus longtemps que ce qui semble possible. Et cette nuit semblait interminable, sans repère, sans lumière, sans aucun changement visible, seulement l'obscurité, le froid et le silence, jusqu'à ce que quelque chose commence à changer, presque imperceptible au début, mais suffisant. L'obscurité a commencé à reculer lentement. Le ciel a changé de couleur et la lumière est revenue. L'aube. Il était encore en vie. Après avoir passé toute une nuit exposé dans la zone de la mort, sans abri, sans protection, sans aucune garantie. Il a résisté. Mais cela ne signifiait pas qu'il était en sécurité. Cela signifiait une seule chose. La prochaine étape arrivait. Et elle pouvait encore être fatale. Parce que survivre à la nuit ne signifie pas survivre à la descente. La lumière du jour est revenue. Mais le soulagement, lui, n'est pas venu. Le problème était toujours là. Il se trouvait encore à plus de 8600 mètres d'altitude. Épuisé, le corps affaibli, et complètement seul. Survivre à la nuit n'était que la moitié du combat. Maintenant, il devait redescendre. Et redescendre dans cet état était extrêmement dangereux. Le corps ne répondait plus avec précision. La coordination était altérée et l'énergie était presque inexistante. Chaque mouvement devait être réfléchi. Chaque pas demandait une attention totale. Parce que la moindre erreur pouvait encore être fatale. Il a commencé à descendre prudemment, sans se presser, parce que là, se presser peut tuer. Le terrain était technique, exposé, et impitoyable face à la moindre distraction. La neige rendait les appuis instables. La glace n'était pas totalement fiable. Et le corps n'aidait pas. Malgré cela, il a continué. Un pas à la fois, sans penser trop loin. Juste au prochain mouvement. Parce qu'à ce moment-là, penser à tout était trop lourd. Le seul objectif devait être simple. Continuer. Descendre encore un passage, puis un autre, puis encore un autre. Le temps passait. Mais cette fois, il redevenait compréhensible. La lumière aidait. La visibilité s'améliorait et cela changeait tout. Après des heures de descente,
Quelque chose a changé. Il n'était plus totalement seul. D'autres membres de l'expédition l'attendaient. Plus bas, il s'était abrité dans une tente japonaise abandonnée. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais ils ignoraient ce qu'ils allaient retrouver. Et ce qu'ils ont trouvé n'était pas ordinaire. Quelqu'un qui avait passé toute une nuit là-haut et qui était encore en vie. La descente a continué en groupe, toujours lente, toujours difficile. Son corps était à bout, mais il y avait maintenant du soutien, et cela augmentait les chances de survie. Malgré cela, ce n'était ni rapide, ni facile. Il leur a fallu 3 jours pour quitter complètement la montagne. 3 jours à gérer l'épuisement accumulé, le froid, l'altitude et les conséquences de cette décision. Parce que personne ne traverse une telle expérience sans en être marqué, même en survivant. Et Stephen Venable a survécu, mais de justesse, beaucoup plus près de la limite que la plupart des gens ne le seront jamais. Et cela soulève une question importante. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-haut? Était-ce la compétence, l'expérience, la chance, ou un mélange de tout cela? Probablement. Un peu de tout à la fois, parce que l'expérience aide à reconnaître le danger, mais elle n'élimine pas le risque. La compétence aide à réagir, mais elle ne garantit pas un contrôle total. Et la chance est parfois ce qui décide réellement de l'issue. Ce que cette histoire montre, ce n'est pas seulement quelqu'un qui survit à l'impossible. Elle montre comment de petites décisions s'accumulent, comment des choix qui semblent sûrs peuvent échapper au contrôle, et comment la limite n'est pas toujours visible au moment où on la dépasse. Sur le mont Everest, la majorité des morts ne surviennent pas à la montée. Elles surviennent à la descente, quand l'objectif a déjà été atteint, et que l'attention diminue, quand le corps est déjà à bout, et que la marge d'erreur disparaît. Et cette nuit-là, Stephen Venables s'est retrouvé exactement à ce point, au-delà de la limite, dans un endroit où le corps humain n'a pas été fait pour survivre, et malgré cela, il est revenu, mais pas parce qu'il a vaincu la montagne, c'est parce qu'il a réussi à lui résister pendant suffisamment longtemps. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.